nous voici de retour dans notre projet. L'idée étant de vous montrer quelles sont les différences entre le script de CoderSage que j'ai affecté au player 1 et celui que j'ai créé en m'appuyant bien sûr d'une part sur le code d'origine que propose Godot et sur les apports qu'a fait CoderSage. Et ce script en question que j'ai modifié, je l'ai appliqué à player 2. Donc on va aller dans les scripts, hop. Alors ce qu'on va faire pour avoir plus de visibilité, hop, c'est qu'on va réduire ceci. On va aller dans les scripts et on va agrandir de façon à y voir plus clair. Donc j'ai créé un script pour le player 1 que j'ai tout simplement appelé CoderSage Tuto Script. Voilà. Et qui s'appuie, comme je l'ai dit, sur ce script de base de Godot. Donc les apports de CoderSage, il y en a plusieurs. Il y a un apport tout en bas qui va concerner le fait que le personnage puisse se retourner quand on change de direction. C'est-à-dire qu'il soit tourné dans le bon sens quand on va à droite, et si on appuie sur la flèche de gauche, et qu'il se tourne dans la direction de gauche. Donc ça veut dire que son animation va devoir changer aussi, parce qu'il ne va pas courir à reculons. Donc voilà, la CoderSage crée une petite partie tout en bas du code, et il dit que si la vitesse du personnage est inférieure à 0, donc elle est dans les négatifs, ça veut dire qu'on va à gauche, donc tu me lances une animation, l'animation de base, mais tu fais un flip H, donc ça veut dire que tu fais un flip, c'est un renversement de l'image, mais là tu le renverses à l'horizontale, c'est-à-dire qu'il va être tourné dans l'autre sens d'un point de vue horizontal. Et il dit que si au contraire, eh bien, le personnage va vers la droite, x supérieur à 0, on va être dans des chiffres positifs, eh bien l'animation flip H est fausse, c'est-à-dire que tu peux rester avec l'animation de base, celle dans laquelle tu es de base tourné vers la droite. Donc ça c'est l'ajout qu'il va faire. Moi cet ajout je vais le faire aussi, mais je vais être obligé de le faire différemment. Pourquoi? Alors je vais vous montrer tout de suite. Moi je l'ai fait aussi, mais on voit une petite différence. Lui il utilise animation.fliph, alors que moi j'ai utilisé $animation sprite 2d.fliph. C'est subtil, mais c'est une petite différence et ça s'explique par le fait que, comme je l'avais dit, j'ai été obligé de remonter dans la vidéo jusqu'à 32 minutes 49 à peu près, parce qu'à ce moment-là de sa vidéo, de son tuto, CoderSage allait chercher dans son player, il allait chercher son animated sprite 2D qu'il venait glisser dans son script pour récupérer sa variable animated sprite 2D. Alors quand il la glisse, je vous montre ce que ça fait. En fait, il faut cliquer dans le script, faire CTRL et glisser. Hop, voilà. Alors ça marche rarement du premier coup, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et en fait, quand on glisse les choses de cette façon, on a une variable qui se crée automatiquement qui nous dit @onReady, c'est-à-dire au démarrage, la variable animated sprite 2D, c'est égal au module, en fait $, ça veut dire le module, à l'élément du jeu qui s'appelle animated sprite 2D. Donc en clair, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à notre animator avec toutes les choses qu'on a créées dedans. Donc toutes les animations, idle, jump, run. Voilà. C'est à ça que ça correspond. C'est ça qu'on appelle en fait.
Donc je reviens sur le script. Hop. Alors par contre, pour y voir clair, hop, on va se remettre comme ça. Donc voilà ce que GoderSage appelle. Et ça, pour que ce soit plus clair, plutôt que de laisser Animated Sprite 2D, il le renomme en animation. Voilà ce qu'il fait en fait. Et à partir de ça, va découler plein de choses. À partir de ça, va découler sa façon de nommer les choses dans son code. Donc c'est la raison pour laquelle, lui, quand il veut faire le flip, eh bien, il utilise animation.flip, tout simplement parce que animation, de toute façon, c'est égal à l'élément qu'il appelle. Alors que moi, j'ai fait autrement, c'est-à-dire que je n'ai pas appelé l'animation ici en tant que variable. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que pour mon flip, j'ai été chercher directement l'élément. C'est-à-dire que moi, j'ai glissé-déposé, sans faire contrôle, mon animator. Donc ça, en fait, que j'ai retrouvé ici, je l'ai glissé-déposé dans mon code. C'est pour ça que j'ai directement $, en fait. Donc voilà la raison pour laquelle c'est différent. Alors, à ce niveau-là, ça ne change pas grand-chose. En soi, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Mon jeu réagit de la même façon que le projet que présente GoderSage. Là où ça commence à devenir un peu plus compliqué, et c'est ce qu'on voit à 36 minutes et 5 secondes à peu près, c'est que GoderSage, après avoir fait ça, il va s'attaquer au fait de faire les animations précisément de course, de repos et de saut. Donc dans son code, il n'a pas les mêmes noms, lui il a running, il a défaut et jumping. Moi j'ai pas les mêmes noms, mais c'est la même chose, ça fonctionne de la même façon. Donc lui il va dire que quand on a une vitesse horizontale qui est supérieure à 1, ce qui veut dire qu'on se déplace vers la droite, ou quand on a une vitesse horizontale qui est inférieure à 1, c'est-à-dire qu'on se déplace vers la gauche, eh bien, tu lances l'animation run. Encore une fois, il se sert d'animation parce qu'il a créé une variable au préalable pour ça. Donc, animation.animation égale run. C'est-à-dire que dans le truc global animation, on va aller chercher l'animation précise qu'on veut jouer. Donc il veut jouer run. Et il lui dit, si c'est pas le cas, si tu ne te déplaces ni vers la droite, ni vers la gauche, eh bien, tu vas dans animation, et l'animation précise que tu dois jouer, c'est l'animation de repos. Dans son script, c'est l'animation défaut. Et troisième condition, si tu n'es pas au sol, eh bien, je veux que sur les déplacements en Y, donc l'axe des ordonnées, la hauteur, tu m'appliques une gravité à mon déplacement fois delta. Alors delta, c'est un coefficient qui permet de calculer quelle est la vitesse de votre processeur de façon à ce que les images s'affichent parfaitement. De façon à ce que, en fonction des différents PC des gens, des différents outils, par exemple si vous jouez sur un téléphone, eh bien il n'y ait pas de bug, qu'il n'y ait pas de ralentissement, etc. Donc c'est un coefficient multiplicateur pour harmoniser tout en fonction de la machine sur laquelle on joue. Voilà, pour faire simple. Donc voilà, il définit ça. Si on n'est pas au sol, eh bien on est affecté par la gravité, et on joue. Alors ça c'était déjà dans le code de base proposé par Godot. Mais lui il va rajouter que en plus de ça, eh bien tu vas aller dans l'animation grâce à la variable déclarée, et tu vas me chercher l'animation précise, jump. En fait il y a une animation identique pour le fait de tomber quand on est en l'air, et puis pour le fait de sauter, puisque quand on saute finalement on contre la gravité, on se retrouve en l'air, donc il faut bien retomber, quoi. Et ça marche parfaitement dans son code.
ça marche parfaitement parce que il a une seule animation de saut. Il a une seule image pour gérer son saut. Donc quand il passe du repos au saut, il n'y a qu'une seule image qui se lance. Moi, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans mon projet, j'ai 10 images. Donc j'ai dû trouver une solution. Et la solution que j'ai trouvée, eh bien, ça a été... Alors, je ne sais pas pourquoi ça me remet ça en gros. Donc, on va essayer de se remettre dans un truc visible. Voilà. Et en fait, ce que moi j'ai changé, c'est que déjà, bon, j'ai pas fait appel de la même façon que lui en début de code à l'animation. Donc, j'ai pas créé de variable que j'ai renommée. Moi, j'ai fait, comme je l'ai dit, appel directement par un glisser-déposer à l'outil. Donc, on a directement le $, pour modifier le sens d'orientation du personnage dans lequel il regarde. Donc, c'est un $animated sprite 2D.flip. Et du coup, ça m'a engagé à faire des modifications sur tout le reste aussi. Donc, c'est-à-dire que j'ai utilisé des animated sprite 2D directement en mode $, en fait. La subtilité, c'est que là où lui, il appelle sa variable et il dit qu'il veut une animation précise, donc c'est pour ça qu'il utilise .animation égale et il donne le nom précis. Moi, je suis obligé d'utiliser une autre méthode, c'est parce que quand on utilise $animated sprite 2D, on fait point aussi, mais on lui dit pas va me chercher une animation, on lui dit tu dois jouer quelque chose en fait. Donc c'est .play et j'ai déclaré de la même façon play run, play jump et play idle. Alors on voit que le sens n'est pas le même. Lui, il a run, idle et jump, avec ses propres mots. Hein. Moi, mon idle, il n'est pas entre deux, il est après jump. Alors déjà, il est après jump parce que, bizarrement, quand je le mets avant, eh ben, ça bug. Donc, je l'ai mis après. La différence, c'est que lui, si idle, il est juste après run, c'est parce que il dit... Si je me déplace à droite ou à gauche, tu lances la course. Sinon, tu te mets au repos. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il n'y a pas de condition sinon. Il n'y a pas de else. En fait, moi, j'ai fait une première condition où je dis si ton déplacement, il est différent de 0, il est différent de rien, est strictement différent. Donc, j'ai pas utilisé plus grand que ou inférieur à. J'ai dit s'il est tout simplement différent de 0 et que tu t'es posé au sol, donc que tu es sur le sol ou sur une plateforme, eh bien, tu me lances l'animation de course. Tu joues, tu play l'animation de course. J'ai pas dit de sinon tu fais autre chose, j'ai laissé comme ça. Et pour déclarer l'idle, c'est plus bas que j'ai créé une autre condition où j'ai dit par contre, si ton déplacement horizontal, il est strictement égal à 0, il vaut la valeur 0, c'est-à-dire que tu ne bouges pas, et que tu es sur du sol, ou une plateforme, que tu es en contact avec ce qui est considéré comme du sol, là, via l'outil d'animation, tu play, tu joues l'animation idle. Donc j'étais obligé de faire comme ça. Alors là, je précise, le double égal, en fait, ça veut dire qu'on va aller spécifier quelle est la valeur de façon bien précise. Si on mettait juste égal 0, en fait, on lui dirait tu es égal à 0. Là, en fait, on lui dit pas tu es égal à 0, on veut contrôler est-ce que tu es égal à 0 ou pas. Et on lui dit si effectivement après contrôle tu es bien égal à 0, eh bien tu me fais ça. En fait, on change pas la valeur, on contrôle qu'elle est bien à 0 en fait. On n'affecte pas une valeur, on contrôle que la valeur qu'on veut est bien exécutée.
Et puis, eh bien, il reste le jump, que lui mettait en 3e position, ce qui est logique, hein, puisqu'il a fait une première chose où il y a une condition et une sous-condition qui est « tu fais ça, sinon ». Moi, vu que je l'ai décomposé en deux, c'est normal que ce soit pas la même chose. Donc, en 3e position, il a son jump, et dans son jump, il dit « si je ne suis pas au sol », donc quand je tombe, ou quand j'ai amorcé un saut, tu vas, à partir de ma variable, chercher l'animation jump. Moi, encore une fois, ça se fait pas à partir d'une variable, c'est à partir de l'outil lui-même, tu vas jouer, play, jump. Par contre, le reste est pareil. Alors, cet ordre-là, comme je le précise, ça fait que ça marche dans mon code. Par contre, dès l'instant où je bouge ça, si je le mets plus haut, ça ne va plus marcher, ça va casser. Ça veut dire qu'au niveau de mon animation jump, eh bien, il va me lancer que la première frame, la frame 0, et il va pas en bouger. Et toutes les autres frames, elles vont pas être prises en compte. Donc, ça, comment j'ai pu le voir? Justement, parce que j'ai 10 frames. Et c'est là que je me suis rendu compte que, eh bien, le code que propose CoderSage, il fonctionne très bien dès l'instant où on n'a qu'une seule frame. Si on n'a qu'une seule frame, il va lancer la frame et pas de souci. Et les autres animations vont se lancer aussi sans problème. Par contre, dès l'instant où on n'a plus d'une frame, j'ai vu qu'on rencontrait un problème. Et c'est pour cette raison que j'ai un peu fouiné dans la documentation Godot pour essayer de résoudre les choses. Et la seule solution que j'ai trouvée pour résoudre les choses, c'est celle-ci, consistant à non pas créer une variable qui appelle l'outil, mais à intégrer directement l'outil, tant pour le flip, c'est-à-dire le changement d'orientation du sprite du personnage, quand il change de direction, que pour les différentes animations, tout en pensant à ne pas utiliser de sinon, de else, mais plutôt à créer des conditions indépendantes, et surtout à les placer dans un ordre précis. Alors, me demandez pas pourquoi cet ordre-là, je pense que c'est une question de priorité d'exécution du script par Godot, et en tout cas, je me suis aperçu que c'était dans cet ordre-là que ça fonctionnait, donc je le laisse dans cet ordre-là. Petit complément, à la fin de sa vidéo, GodotSage fait une petite modification à ce niveau-là, concernant la vélocité .x. En fait, cette partie-là du code, elle dit que quand on se déplace vers la gauche ou la droite, c'est quand on input axis, c'est quand on appuie sur les flèches de gauche et de droite, en fait, la direction, elle est égale à tout simplement ce que renvoient comme information les touches gauche et droite du clavier, left et right. Et il dit par la suite, ce code, ça c'est déjà de base dans le code de Godot. Si il y a direction, c'est-à-dire si on détecte que quelque chose est appuyé sur les flèches de gauche ou de droite, le déplacement horizontal sur X, c'est égal à ce que renvoie la direction, ce que renvoie la flèche, gauche ou droite, multiplié par la vitesse. Donc la vitesse, c'est celle qui est indiquée à la base. Alors de base, elle est de 300. Moi, je l'ai baissé à 150 pour que ce soit plus fluide en jeu. Donc voilà ce que ça dit. Et ça dit ensuite que sinon, si c'est pas ça, s'il n'y a pas de direction, la valeur du déplacement horizontal, elle vaut ça. Alors ça, c'est un peu velu, mais en fait, faut comprendre que move toward, en fait, ça veut dire c'est une méthode en fait qui va permettre de calculer quelle était la valeur de mon dernier déplacement horizontal, quelle valeur à laquelle je veux arriver à la fin et comment j'y arrive. Voilà. Donc imaginons qu'on se déplace par exemple sur la droite, la valeur horizontale
velocity.x, elle va être de 150, là en l'occurrence, vers la droite. Là, la condition, l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de direction? Quand on n'a pas de direction, notre personnage doit s'arrêter. Donc on veut arriver, effectivement, à 0. Et la question, c'est comment on y arrive? Ça, il me semble qu'on appelle ça le poids. Donc, pour passer de 150 à 0, eh bien, on y arrive en décélérant. De base, dans le script de Godot, je reviens dessus, il y a marqué speed. Alors le problème que pose le code de base, c'est que si vous lui demandez de passer de votre vitesse à 0 via speed, comme votre vitesse, de toute façon, elle est montée au maximum, là, dans le code de base, c'est 300. Si vous lui demandez de descendre de 300 vers 0 en passant par 300 directement, ça va faire un arrêt brusque. C'est-à-dire que vous allez passer de 300 à 0 en enlevant 300 d'un coup. Voilà. Donc c'est un peu brusque, et ce que CoderSage proposait, c'est d'adoucir un petit peu l'arrêt en faisant une sorte de décélération, et il tapait 12. Alors 12 c'est un chiffre arbitraire, on peut faire plein de tests, peut-être que 30 ça correspondrait mieux, etc., etc. Lui il a mis 12. Alors on peut faire comme ça, moi je trouve que intégrer en dur, c'est-à-dire directement là dans le code, une valeur qui est un peu arbitraire, c'est moyen parce qu'en fait on va pas pouvoir après la changer facilement. Donc moi j'ai préféré, c'est une petite subtilité, plutôt que de déclarer une valeur en dur, c'est que j'ai créé plus haut, avant que les fonctions s'exécutent, une variable que j'ai appelée décélération. J'ai précisé que c'était une variable de type float, donc c'est-à-dire que on va avoir un nombre décimal à virgule. Et je lui ai donné aussi quelque chose d'arbitraire, je lui ai donné 32. Alors pourquoi 32? Parce que c'est la taille, c'est le nombre de pixels que font mes carrés qui composent mon sol. Donc voilà. Et en fait, plutôt que de lui mettre une valeur en dur, 12 par exemple, eh bien je lui ai dit que pour passer de ton dernier déplacement à 0, eh bien tu vas utiliser la décélération. Donc tu vas soustraire la décélération. Ça fait que c'est pareil, ça ralentit plus doucement que si j'avais mis speed. Et la différence avec le code de GodosSage, c'est que là on va avoir une variable plutôt qu'une valeur en dur, et du coup si jamais je dois à un moment modifier la variable, je peux la modifier plus haut sans avoir à changer ici dans le code. Voilà. Donc voilà pour cette petite différence, petite subtilité on va dire. Et petite précision, ma variable, je lui ai mis @export. Alors @export, pour vous expliquer ce que ça change, on va aller dans le moteur. Donc dans le moteur, si je vais sur mon player 2, on va aller sur lui, et vous voyez, quand je suis sur le caractère body 2D de mon player 2, j'ai accès à la décélération. Je peux la changer directement à partir d'ici. Je peux mettre 300 si je veux, je peux mettre 15, je peux mettre ce que je veux. Dans le code, elle changera pas, elle bougera pas. Là, l'idée, c'est d'y avoir accès rapidement pour faire des tests, en fait. Donc, quand dans le script, on met @export, ça nous permet d'y avoir accès depuis le moteur. Et de faire ces tests beaucoup plus rapidement que si on devait à chaque fois retourner dans le script pour faire des modifications. Donc voilà quel est l'intérêt d'avoir mis @export. Ça, c'est des choses qu'on fait souvent aussi pour pouvoir faire des tests sur la vitesse, sur la puissance pour gérer un saut, ce genre de choses. Donc voilà. Alors de base, dans le script que propose Godot, justement la puissance de saut et la vitesse speed, elles ont été déclarées comme des constantes. Donc c'est des choses qui ne changent pas.
À voir, c'est peut-être des choses qui peuvent être modifiées justement pour faire des tests. C'est-à-dire transformer en variable et peut-être même être exporté pour pouvoir les modifier plus rapidement lorsqu'on fait des tests. Pour le jeu final, il ne faut pas que ces variables-là soient accessibles, donc ces variables-là, on enlève l'export en général. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous montrer et comment j'ai résolu mes difficultés d'animation de saut qui ne fonctionnent pas dès lors qu'on a plus qu'une seule image de saut. Je les ai résolus en modifiant légèrement le code qui était proposé par CoderSage, qui, je le répète, est fonctionnel. Il est très bon. Il correspond à ce qu'il propose dans son tuto, donc il est fonctionnel si vous faites exactement le même projet que lui, avec une image de saut. Par contre, dès l'instant où vous allez vouloir ajouter des animations à votre saut, eh bien, je préfère vous prévenir, il ne fonctionnera pas. Donc voilà les petites différences que je pouvais vous préciser. Très rapidement, je vous montre un autre truc. Ça, c'est des petits ajouts que je me suis permis. J'ai créé là un objet qui s'appelle Audio Stream Player, que j'ai attaché à mon niveau, à mon level. Donc c'est comme ça, en faisant ajouter un nœud enfant. J'ai tapé audio, ça m'a proposé Audio Stream Player. Et en fait, ça m'a permis d'ajouter de la musique. Alors la musique, on l'importe dans ces dossiers. Là, ici, c'est tous les dossiers où on gère des choses. Et puis dans l'Audio Stream Player, en fait, on peut la jouer à partir de ce moment-là. Et on peut lui demander que ce soit en autoplay. Donc j'ai activé l'autoplay de façon à ce que ça se lance au début du jeu. Donc là, c'est une sorte, c'est pas vraiment une musique, c'est un son d'ambiance, comme si on était à la campagne. Donc voilà. Et petite autre subtilité, alors là c'est pas parfait, il va falloir que je fasse des tests, que j'ai rajouté, c'est sur le player 2, j'ai rajouté des audio players aussi, que j'ai renommés en run audio et jump audio, et bien pour ajouter des sons quand le personnage saute et court. Donc de la même façon on les a là, on peut les lire là, et c'est des sons que j'appelle, alors qui se lancent pas au démarrage, que j'appelle via mon script. Donc pour jump, voilà, c'est ici. Donc c'est quand la touche espace qui permet de sauter est appuyée et quand on est au sol. Bon, on change la vélocité, ça on l'a vu. Mais surtout, eh bien, on fait appel à l'outil Jump Audio qu'on a ici sur la gauche et on play Jump Audio. Voilà. Là, on n'a pas besoin de préciser puisqu'il n'y a qu'une seule valeur dans Jump Audio, il n'y a qu'un seul son et il joue ça. Le souci que je rencontre avec le Run Audio, c'est qu'en fait, ça me fait un bruit de grésillement. Donc là, je l'ai entré, mais j'ai mis un dièse devant. Dièse, ça permet en fait de transformer une ligne de code en commentaire et de la rendre inactive du coup. Donc pour l'instant je la laisse inactive parce que quand je l'utilise ça fait un son horrible et je pense que en fait c'est parce que run, comme ça correspond au fait de courir en fait, donc au fait qu'on reste appuyé en permanence sur gauche ou sur droite, et ben je pense que du coup ça doit se lancer en permanence et le taux de rafraîchissement doit être bizarre, le logiciel doit pas savoir ce qu'il doit faire et je pense qu'il doit en permanence lancer, rebooter le son, et en fait ça produit pas le son qui devrait être produit, ça produit juste un grésillement en fait. Alors qu'à la différence, le saut, vu que c'est juste un just pressed, une action précise, j'appuie, il saute, donc j'appuie, il joue le son et basta. Pour le fait de courir, je pense que ça va être légèrement plus compliqué. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la méthode que je vais utiliser pour intégrer des bruits de pas quand le personnage court. Voilà, c'est les petits ajouts que j'ai fait dans le cadre de ce projet qui, je le rappelle, a été initié
par le tuto de Codeur Sage, que je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé par la création, les bases, je précise, de jeux vidéo, parce que le tuto est en français, très complet, très précis, très éclairant, et pour preuve, j'ai réussi à le suivre jusqu'au bout et même me lancer dans l'expérimentation d'ajouter des choses, d'ajouter des fonctions. Donc voilà. Sur ce, eh bien, j'espère que tout ça vous aura plu, peut-être aider si vous-même vous voulez vous lancer dans des projets, et je vous dis à bientôt, et je vous invite encore une fois à aller voir le tuto d'origine sur la chaîne YouTube de Codeur Sage. Sur ce, à bientôt. Salut!